Salut à tous, dans cette vidéo, je vous révèle mes 12 secrets incroyables pour devenir un youtubeur photo à succès. Le 7e va vous étonner. Non, en fait, pas du tout, je vous fais juste une petite vidéo à la cool pour faire un bilan de l'année 2020, parler de 2021 au niveau de la chaîne YouTube surtout, au niveau aussi un petit peu perso, en photo et en vidéo. Je répondrai aussi à quelques questions que vous m'avez posées ici, sur Instagram ou par mail. Niveau photo, de mon côté, globalement, c'était, on peut dire, une année de merde, hein. Évidemment, puisque si vous regardez un petit peu ce que je fais comme type de photo, je fais de la photo de concert, donc 2020, à peu près aucun concert. J'ai fait un concert en début d'année, tout début d'année, mais je n'ai pas été accrédité pour faire des photos. Et sinon, à part ça, les concerts, les salles de concert ont été globalement fermées toute l'année. Super, donc c'est vraiment dommage, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Je fais aussi d'habitude de la photo de salon ou de la photo d'événement. Et donc là aussi, on a cru un moment que les salons peut-être septembre, etc. Mais finalement, salon de la photo annulé, Paris Games Week annulé, Japan Expo annulé, enfin tous les salons de fin d'année que je couvre d'habitude ont été tous annulés pour cause de Covid. Du coup, pas de salon non plus. Voilà, pas d'événements corporate, pareil, toutes les soirées, etc. Tout a été annulé, donc c'était une année très calme en niveau photo. Alors j'ai fait un petit peu d'immobilier. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est toujours amusant, voilà, d'aller dans des apparts, prendre des belles photos pour essayer de les mettre en valeur au mieux. Mais bon, c'est pas non plus passionnant, et puis voilà, ça paye quand même assez mal. Voilà, sur Paris, je pense que les gens s'en foutent à peu près de la qualité des photos. Ça se part tellement facilement les appartements en région parisienne qu'il y a plein qui font des photos de merde au smartphone, et ça n'empêche pas les appartements de se vendre a priori. J'ai fait un projet, mais c'était bénévole, qui était vraiment super intéressant et super amusant à faire. C'était, à cause du Covid, on n'a pas pu faire de photos de classe. Mes enfants n'ont pas pu faire de photos de classe. Et du coup, ce que j'ai demandé, c'est à chaque parent de m'envoyer une photo de son enfant prise chez lui, donc c'était pendant le confinement. Donc c'était des photos prises au smartphone. Et moi, j'ai fait un gros montage sous Photoshop pour que ça ressemble à peu près à une photo de classe normale. Voilà, donc c'était beaucoup plus compliqué que ce que j'avais pensé, puisque j'avais demandé aux parents de faire des photos assez précises, avec de plein pied, de face, la lumière de face, etc. Sauf qu'en fait, personne n'a respecté ça, donc je me suis retrouvé avec des photos qui avaient énormément de différences en termes de point de vue, de balance des blancs, de prise de vue, même des gens qui avaient coupé, qui n'avaient pas fait gaffe, qui avaient coupé les pieds, il manquait des trucs, etc. Bon, je voulais vous faire une retranscription en vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'avais utilisé comme technique, comme logiciel, parce que j'en utilisais pas mal. Voilà, qu'est-ce que j'avais fait sous Photoshop, etc. Bon, il s'est avéré que c'était très compliqué à faire sans montrer le visage des enfants, évidemment. Comme j'avais pas le consentement des parents, je ne peux pas montrer leurs photos, publier leurs photos sur Internet. Donc je pense que j'essaierai quand même de faire un jour, vous montrer un petit peu les techniques que j'ai utilisées avec des fausses photos ou floutées, etc. Ça va être quand même assez compliqué. En tout cas, c'était un projet amusant et je pense qu'à la fin, les gens étaient vraiment super contents d'avoir une photo de classe qui ressemble à une photo de classe. Bon, on voit que c'est pas complètement parfait, évidemment, vu les photos de départ, mais en tout cas, c'était un projet amusant. Sinon, j'ai fait pas mal de vidéos, en particulier, j'ai monté des studios vidéo. Donc, à cause du Covid, beaucoup de boîtes ont eu besoin de communiquer en vidéo et se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas du tout les moyens techniques ni les connaissances pour faire des vidéos de bonne qualité dans leurs bureaux, dans leurs locaux, etc. Donc j'ai fait ça pour pas mal de types de boîtes, en allant de la boîte de conseil à la boîte de coach sportif, etc. Voilà, donc j'ai monté des studios à base d'appareils Fuji, Sony, même des iPhones parfois. Très intéressant d'ailleurs le ZV-1 comme appareil photo orienté vraiment vidéo. J'ai été assez bluffé de tout ce qu'on pouvait faire à condition d'avoir une bonne lumière, puisque c'est quand même un capteur 1 pouce, donc assez petit. Il faut aussi supporter les menus Sony, puisque c'est les anciens menus, l'ancienne génération de menus Sony, donc un peu mal foutu. Mais à part ça, c'est vraiment un appareil qui fait vraiment plein de trucs et qui bénéficie de toutes les dernières technos de Sony en matière de vidéo. C'était quelque chose d'assez intéressant, moi j'ai bien aimé. C'est vraiment à chaque fois un vrai défi de comprendre le besoin du client et de lui apporter le matériel qu'il faut et qu'il puisse s'en servir lui-même. Donc c'était assez intéressant de voir que même finalement avec un iPhone, si on met un bon éclairage et un bon matériel audio, la vidéo au final est tout à fait acceptable pour une publication sur des réseaux sociaux. Là c'était LinkedIn en l'occurrence. Et sinon, confinement oblige, j'ai fait évidemment énormément de photos de mes enfants, donc c'est toujours l'occasion de se perfectionner. Et puis comme on tournait finalement un peu en rond, d'essayer de chercher de nouveaux cadrages, de nouveaux angles, de nouvelles façons de prendre des photos. Voilà, j'ai fait un peu d'expérimentation à titre perso, mais je garderai ça pour moi. 2020, c'est aussi une année pas terrible politiquement pour la photo, avec une proposition de loi qui restreint les droits de photographier et de filmer la police. Donc déjà couvrir des manifestations, c'était déjà assez risqué pour son matos et son intégrité physique depuis quelques années. Et maintenant, ça pourrait même aussi devenir dangereux juridiquement en plus. Politique toujours, j'apprends par ailleurs sur le site de Fisheye Magazine
que la délégation à la photographie du ministère de la Culture n'existe plus depuis le 31 décembre. Ils l'ont fermé, ils l'ont fusionné dans une autre entité qui regroupe pas mal de trucs. Bref, j'espère que politiquement aussi, 2021 aura de meilleures nouvelles pour les photographes. Niveau matériel, pas de grosses nouveautés, je suis toujours avec un X-T3 et un X-T20 en boîtier secondaire. Quand j'ai besoin de plus de matos pour des prestations vidéo en particulier, je loue des X-T3. Je remplacerai peut-être mon X-T20 par un X-T4 un jour, mais pour l'instant, la période est pas vraiment à l'investissement, si vous voyez ce que je veux dire. Je me suis quand même pris un petit 56 mm 1.4 de Viltrox, donc je suis très content. Ça me permet de remplacer enfin mon 50 mm 1.8 de Canon, que j'ai depuis des années. J'en étais toujours très content, au niveau de la qualité d'image, au niveau du bokeh et tout, c'était vraiment chouette, mais ça m'obligeait à passer par une bague d'adaptation, donc la Fringer EF FX, alors que maintenant, je peux la laisser en permanence sur mon 18-35, c'est plus simple. Au passage, je gagne un meilleur autofocus et une ouverture de 1.4 au lieu de 1.8, c'est toujours plus agréable. Au niveau de la chaîne YouTube, donc en 2020, la chaîne a passé les 4000 abonnés, donc bon, ça fait toujours plaisir. Merci à vous si vous êtes abonnés. Mais surtout, ce qui me fait le plus plaisir, c'est vraiment la petite communauté qu'il y a autour de la chaîne, les commentaires super sympas que vous me laissez de temps en temps sur mes vidéos. Voilà, faut savoir que ça fait vraiment toujours plaisir, donc que ce soit pour moi ou sur d'autres chaînes, on se rend pas forcément compte, mais voilà, quand on fait une vidéo, qu'on passe des heures, des dizaines d'heures parfois à préparer une vidéo, ça fait toujours vraiment super plaisir qu'il y ait un petit commentaire qui dit j'ai trouvé ça utile, j'ai trouvé ça intéressant, etc. Donc que ce soit sur ma chaîne ou sur une autre chaîne, bien sûr les vues ça fait plaisir, mais n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, genre très sympa, merci, etc. Voilà, je pense que derrière la caméra, ça fait toujours plaisir aux youtubeurs, à la personne qui fait les vidéos. Quand je regarde les vidéos qui ont le mieux marché l'année dernière sur ma chaîne, c'est finalement assez intéressant et assez positif de voir que c'est les vidéos les plus originales, avec des infos ou des analyses qu'on trouve pas vraiment ailleurs, qui ont le mieux marché. Alors que, au contraire, mes vidéos sur des sujets qui sont assez largement traités, même si elles sont très bien, hein, évidemment, comme par exemple, je sais pas, le triangle d'exposition, les ISO, etc., ce genre de choses ont beaucoup moins fonctionné en termes de vues, en termes de retour. Donc, c'est un peu pareil que pour les tests de matériel, quand on se retrouve finalement à 3-4 youtubeurs ou encore plus sur d'autres sujets, youtubeurs francophones, à sortir le même test du même produit en même temps ou à peu près, forcément, au global, au final, ça intéresse moins de monde. Surtout que, comme je prends généralement beaucoup de temps pour faire mes tests, parfois je mets un mois et demi pour vraiment tester à fond le produit, je la sors souvent en dernier. Il y a par exemple, je sais pas, Déclic Numérique, Jeff Photographie ou n'importe quoi, d'autres qui vont l'avoir testé avant. On va être généralement d'accord, mais je vais avoir encore moins de vues, encore moins de retours. Du coup, ça m'incite à faire encore plus de vidéos originales, à creuser à fond des sujets complexes comme j'ai pu le faire sur pas mal de sujets. Donc c'est cool parce que c'est vraiment ce qui me plaît, c'est ça qui m'intéresse. Mais par contre, ça fait vraiment encore plus de boulot. Merci, franchement. Sinon, voilà, au niveau des revenus, donc la chaîne YouTube m'a rapporté à peu près 450 € et 750 € sur Amazon. Donc merci à ceux qui achètent via les liens Amazon. Donc en gros, ça fait 1200 €, donc à peu près 100 € par mois. Wouhou, c'est la fête. Avec ça, je me suis acheté un nouveau micro pour continuer à améliorer la qualité audio de mes vidéos, j'espère. Un nouveau disque dur pour mettre toutes ces vidéos, parce que ça prend pas mal de place, toutes ces vidéos. Des nouvelles cartes SD Manfrotto dont je vous ai d'ailleurs parlé dans une autre vidéo, un prompteur un peu plus costaud avec une télécommande et tout, pour faire globalement toujours des meilleures vidéos j'espère. En 2020, YouTube a aussi pas mal changé la façon dont il monétisait les vidéos de plus de 8 minutes. Vous êtes plusieurs à m'avoir alerté en disant attention, il y a trop de pubs. Donc maintenant, normalement, je fais bien gaffe, quand c'est des vidéos de plus de 8 minutes, je vais modifier les paramètres pour éviter que YouTube mette trop de pubs. Si jamais vous en mettez encore trop sur une vidéo, n'hésitez pas à me dire, mais c'est un peu chiant. Puisque maintenant, avant on pouvait laisser YouTube gérer automatiquement assez correctement. Maintenant c'est relou, je dois aller sur chaque vidéo pour virer les coupures pubs. Vu ce que ça rapporte, je me demande si je vais pas même complètement virer les pubs, les mid-roll, donc les pubs au milieu des vidéos. Bon, je vais regarder un peu, là j'ai essayé de déjà vachement désactiver, enlever la pub. Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon j'ai quand même nettement plus de revenus qui viennent d'Amazon que de YouTube directement, et ça m'interroge pas mal. J'ai écouté récemment un podcast que je vous recommande, je vous mets le lien dans la description, qui était une interview d'Olivier Schmitt, qui encore une fois est très sympathique dans cette interview, qui s'appelle Dans la poche d'Olivier Schmitt, je vous mets le lien, où il réfléchit un petit peu aux alternatives à Amazon. C'est-à-dire que il se pose la question, donc Olivier Schmitt qui a plus de 100 000 abonnés, largement un des plus gros youtubeurs photos et vidéos français, il se pose la question de sa responsabilité en tant qu'influenceur, entre guillemets, d'envoyer les gens sur Amazon par rapport à des boutiques locales. Voilà, donc effectivement, je me pose la question aussi, est-ce que je vais pas essayer de trouver d'autres alternatives
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En 2020, vous avez vu sur la chaîne, j'ai pas mal de tests produits, donc j'ai testé des produits KF et le Crane 2S de Zhiyun. Donc j'ai eu pas mal de demandes, même étonnamment, à partir de 4000 abonnés, on commence déjà à avoir pas mal de demandes de produits, donc des gens qui proposent de m'envoyer des produits pour les tester. Donc j'ai accepté cela parce que c'était des marques que j'apprécie, hein. J'en ai refusé pas mal aussi. Et du coup, le bilan, c'est que je suis assez mitigé sur ces tests produits. Donc bien sûr, dans tous les cas, je demande d'avoir une liberté totale de dire ce que je pense, hein. C'est pour ça que j'ai dit pas mal de mal de certains produits notamment. Mais surtout, à partir du moment où je m'engage à faire une vidéo de test du produit, ben c'est une certaine contrainte au terme de ce que je vais faire comme vidéo sur la chaîne. Donc c'est des vidéos qui sont intéressantes, hein. Les tests de fil, par exemple, je trouve ça très intéressant. Moi-même, j'ai appris des trucs. Mais grosso modo, il m'envoie 3 filtres et je m'engage à les tester. Du coup, je sais que mes prochaines vidéos, même si j'ai envie finalement de parler d'un truc qui m'intéresse plus, comme je me suis engagé, j'ai dit ok, je ferai de la vidéo de test. Je respecte mon engagement et du coup, je manque un petit peu de liberté sur le choix des sujets. Donc je pense que je vais être beaucoup plus sélectif en 2021 sur les produits que je vais faire. Alors je vais quand même, je pense, si on me propose des produits qui m'intéressent, vous les tester. Mais voilà, à mon avis, il y en aura moins et ça sera vraiment sur des produits qui me passionnent. Pour 2021, qu'est-ce qui est prévu au niveau de la chaîne? Déjà, je me suis acheté un nouveau micro, donc c'est un petit Shure MLV. Donc Shure, excellente marque de micro, ils font plutôt des micros, plutôt podcast, etc. Là, c'est un micro cravate, parce que je trouve que c'est toujours ce qu'il y a de plus pratique. Voilà, vous me direz, je tourne cette vidéo avec, donc vous me direz ce que vous en pensez, et je pense que je ferai un petit comparatif des principaux micros pas trop chers. Donc c'est pas encore le micro de mes rêves, hein, qui est un micro à 350 €, qui est le Sanken COS 11, mais bon, c'est déjà un micro sensiblement mieux que ce que j'avais. Vous me direz ce que vous en pensez au niveau de la qualité audio. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est changer un peu le fond, puisque vous êtes plusieurs à m'avoir dit que le fond blanc c'était un peu moche. Je suis d'accord, c'est un petit peu triste, mais je vais voir comment je peux organiser ça. C'est pas évident au niveau de l'organisation de ma pièce. Voilà, j'aimerais bien aussi pouvoir tourner plus facilement des vidéos, puisque là en fait à chaque fois je tourne dans mon salon, donc je suis obligé d'installer tout, et quand j'ai fini je remballe tout, ce qui fait que ça prend un peu de temps. En 2021, j'aimerais bien aussi essayer de faire quelques lives, voilà, parce que j'aime bien échanger avec vous, c'est sympa d'échanger dans les commentaires, même parfois par mail ou en message privé, etc. pour répondre à vos questions, mais c'est quand même plus sympa, ce sera quand même plus sympa en live. Après pour moi c'est assez compliqué, voilà, puisque j'ai une vie de famille, donc généralement je suis rarement disponible avant 22h. Donc à 22h, est-ce qu'il y aura du monde pour faire un live? Pas sûr. Donc ce serait bien dès que j'arrive à faire un live vers 20h30, 21h, mais c'est compliqué, quoi. Bon, et l'autre question, c'est un live, mais à propos de quoi? Vous savez que je prépare énormément mes vidéos, donc je prépare tout, je prépare le texte, je prépare les sujets, je prépare les images d'illustration et tout, donc ensuite je déroule mes vidéos. Si je fais un live, ça sera moins fluide, donc est-ce que ça vous plaira aussi? Je sais pas. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, de quoi on pourrait parler en live, voilà, peut-être une FAQ ou je sais pas quoi. Bon, je réfléchis à ça. Ensuite, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si j'allais faire de nouvelles collaborations avec d'autres youtubeurs en 2021. J'aimerais bien, ouais, je pense. J'avais fait des collaborations avec Damien Bernal des guides Fujifilm, avec Jeff de Jeff Photographie. Voilà, pas mal d'autres youtubeurs francophones, français ou belges qui font un truc super cool que j'apprécie. Donc je vais voir, je vais essayer si j'ai des idées, essayer de les contacter, ça serait effectivement sympa. Ensuite, vous m'avez posé quelques questions, donc soit en commentaire de mon post YouTube, soit sur Instagram, soit même par mail, et je vais essayer d'y répondre vite fait à la cool. Donc il y a Yannick qui m'a demandé, si tu devais partir sur une île déserte en amenant un seul boîtier et un seul objectif, ce serait lesquels? C'était pas facile comme question. Donc au début, je me suis dit, bon, île déserte, il me faut un truc costaud, solide, fiable. Donc au niveau boîtier, je pense que je partirais sur un Canon 5D Mark IV ou un truc bien costaud qui a l'épreuve du temps. Parce que les hybrides ou les compacts, c'est quand même un peu plus des gadgets électroniques, c'est moins fiable. Ça consomme beaucoup plus de batterie aussi, puisque c'est un écran, etc. Donc un bon vieux réflexe, je me dis, c'est solide, ça tient longtemps, etc. Bon, après je me dis, de toute façon, sur une île déserte, si j'ai pas moyen de recharger mes batteries rapidement, ça sera problématique. J'ai quand même pas partir sur de l'argentique, parce que pareil, les pellicules, ça va être compliqué. Donc voilà, c'était ma première option, donc niveau boîtier, genre un 5D Mark IV ou un truc équivalent, quoi. Au niveau de l'objectif, moi j'aime bien la polyvalence, donc si je devais en avoir un seul, je pense que malgré les petits problèmes de qualité qu'il peut avoir parfois, je partirais plutôt sur un objectif, un zoom, assez polyvalent, même s'il doit être un peu plus fermé qu'un zoom 2.8 par exemple, donc je sais pas exactement, un 24-200, enfin je connais pas exactement ces objectifs, parce que d'habitude c'est des choses que j'utilise assez peu, mais voilà, un zoom polyvalent. Et ensuite je me suis dit, en fait si je suis sur une île déserte, j'aurais peut-être mieux à faire que de me trimballer avec un gros réflexe là, qui pèse 2 kg,
Donc je partirais peut-être finalement plutôt sur un petit compact expert. Genre, moi j'ai un LX15 là, de Panasonic que j'aime bien, mais je prends un truc plus récent, genre un Sony RX100 ou ZV-1, ouais, qui sont des très bons appareils photo. C'est vraiment incroyable ce qui tient pour des appareils photo qui tiennent dans la poche. C'est polyvalent, ça prend des super photos, ça a une résolution correcte. Alors par contre c'est fragile, donc c'est vraiment des petits trucs électroniques, il faudra faire hyper gaffe. Mais voilà, on est quand même, en termes de qualité, vraiment pas très loin de ce qu'on peut avoir avec un gros réflexe ou un gros hybride, et pour un encombrement vraiment hyper réduit, quoi. Il y a Marc qui me pose une question intéressante, faut-il formater sa carte SD à chaque fois qu'on transfère ses photos? Alors, à mon avis, pas forcément nécessaire, mais d'un autre côté, ça coûte pas grand-chose de le faire. Déjà, il y a des cas où il faut absolument le faire. Si vous avez plusieurs marques d'appareils photo, ou d'appareils en général, et que vous utilisez les mêmes cartes SD dans les différents appareils, je recommande vivement de le faire. Parce que chaque appareil va générer sa structure de dossier et son formatage parfois un peu différent, et donc ça risque de poser des problèmes si vous changez les cartes SD et que vous ne formatez pas à chaque fois. Moi j'avais eu une fois le souci où j'avais mon dossier photo, la DCIM, et dedans il y avait le dossier DCIM, dedans il y avait le dossier DCIM, etc., etc. En fait la carte SD avait bugué, j'avais galéré avant de retrouver les photos. Parce que j'avais pas formaté, que j'étais passé d'un Panasonic à un Fuji ou je sais plus quoi. Donc dans tous les cas, je recommande de formater. Ensuite, c'est aussi le moyen le plus rapide pour complètement vider sa carte SD plutôt que d'effacer une par une les photos. Si vous effacez les photos, que ce soit sur votre PC ou sur l'appareil photo, ça prend du temps et ça fait plein d'opérations d'écriture. En fait, il va à chaque fois écrire qu'il efface chaque photo. Ça va prendre un peu de temps et ça va user la carte SD. Si vous formatez, il va simplement dire « Ok, la carte est vide, tu peux écrire dessus, donc ça fera moins d'opérations d'écriture, ça usera moins la carte. » Voilà, moi je le fais pas systématiquement, parce que mes cartes SD elles servent quasiment que dans mes Fuji, mais je le fais quand je veux vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Donc avant un shooting important, avant une sortie importante, voilà, de temps en temps en général je le fais, avant d'enregistrer mes vidéos, ce genre de choses. Donc généralement je le fais, pas quotidiennement, mais tous les quelques jours. Et voilà, ça coûte pas grand chose et ça réduit les chances d'avoir des problèmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de tout ça, si vous avez des idées, des suggestions, des remarques, des critiques, tout ce que vous voulez. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, ciao.